Bienvenue dans ce webinaire. Il sera présenté par Dr Glil Mehdi, un brillant résident en pédiatrie de Sidi Bel Abbès, service de pédiatrie de Sidi Bel Abbès. Il va nous parler d'un cas de tachycardie supraventriculaire n'hésitez pas à poser des questions, à participer au fur et à mesure. C'est ça l'objectif. Ne soyez pas timide. Voilà, à toi la parole, Mehdi. Vous pouvez commencer. Merci beaucoup, docteur Boujelida, pour cette magnifique présentation. Alors, bonsoir à tous. Salam alaikum. Je me présente encore, c'est docteur Galil Mehdi, résident en service de pédiatrie ici d'Ibn Abbas. On va discuter cette soirée un cas réel qui a passé à notre niveau, notre service. Donc, euh, c'est une tachycardie qui a survenu chez un nourrisson âgé de 4 mois. Alors, pour l'énoncer, c'est le nourrisson Mohamed, âgé de 4 mois, issu d'un couple d'âge jeune non consanguin. Il est sans antécédent particulier, naissance à terme par voie basse, à une période néonatale calme, bonne adaptation à la vie extra-utérine, donc soit allaitement artificiel, il est correctement vacciné. Donc il consulte durant une garde pour des cris incessants avec une mauvaise prise des biberons depuis 12 heures. Durant l'interrogatoire, la maman a décrit que les battements de cœur de son fils, ils sont plus rapides que la normale depuis environ un mois. Donc, la maman, quand elle tient dans les bras son nourrisson, elle sent que son cœur, il bat anormalement comme les autres nourrissons de son âge. Donc, à l'examen clinique, c'est un nourrisson eutrophique avec 7 kilos de poids. Une glycémie capillaire correcte, 1,43. Tension artérielle était correcte pour son âge. Une bonne saturation sur air ambiant. L'enfant était conscient, coopérant, mais il était agité. À l'examen cardiovasculaire, à l'auscultation B1, B2 normand audible, la fréquence cardiaque était vraiment rapide, qu'on ne peut pas vraiment la calculer et la chiffrer et donner un chiffre exact. Elle était plus de 200 battements par minute. Pouls filant, pas de signe d'insuffisance cardiaque avec un temps de recoloration cutanée moins de 3 secondes. À l'examen pleuropulmonaire, l'enfant était eupnéique, une bonne ampliation thoracique, symétrique, une auscultation propre avec une bonne saturation sur air ambiant et une fréquence respiratoire à 45 cycles par minute. Donc, son abdomen était normand tendu, souple, pas d'organomégalie, comme on a dit, pas de pas d'insuffisance cardiaque, mais toujours la mauvaise prise des biberons. Automatiquement, on a lancé un bilan pour essayer d'étiqueter cette tachycardie. Donc, son bilan biologique revenant une hémoglobine à 11,3, qui est totalement correcte pour son âge. Sa fonction rénale était correcte. Un bilan ionogramme, une natrémie à 134 avec une calémie à 5,05 milliequivalent par litre. Et un bilan thyroïdien totalement correct, une TSH 7,11 et une T4 qui est 20,3 picomol par litre, qui est totalement correct pour son âge. Une calcémie correcte. Donc voilà son ECG. On va laisser l'interprétation en arrivant tout de suite. Est-ce qu'il Donc, y a quelqu'un qui veut l'interpréter? Reviens, Mehdi, s'il te on plaît, revient, au oui. sujet de départ. Est-ce Voilà. qu'il y a quelqu'un qui veut... Ne soyez pas timide, c'est juste d'écrire le CG. Bon, apparemment, les gens sont timides, mais allez, je m'ai dit, vous pouvez continuer. Oui, ok. On va revenir sur l'interprétation. D'autres tracés, qu'on peut les voir, ils sont des ECG qu'on a fait dès son admission. Donc, euh, Si on veut récapituler le cas, en commençant par poser une question, quels sont les problèmes posés par ce petit nourrisson? Anamnéstiquement,
Donc, il y a une notion de palpitation racontée par la maman qui a commencé depuis un mois. Une mauvaise prise des biberons aigus ce jour qui remonte à moins de 12 heures et des cris incessants. Donc, cliniquement, tout est parfait, mis à part une agitation avec un pouls filant, une fréquence cardiaque très rapide qu'on n'arrive même pas à donner un chiffre exact. On estime qu'elle est plus de 200 battements par minute. Donc, revenons au tracé. Alors, j'interprète, Dr. Boujlida, ou on essaye d'être interactif? Oui, oui, vous pouvez interpréter, oui, bien sûr. Donc, s'il y a Donc, quelqu'un qui veut parler, oui, il n'a qu'à oui, bien cliquer sûr. sur le micro et il parle. Alors, dans ce tracé, donc il faut toujours respecter en matière d'interprétation de CG, il faut interpréter de manière algorithmique. Donc, il faut toujours commencer par l'étalonnage. Donc, comme voici, donc, donc, il faut essayer de. Le premier point à le voir, c'est l'étalonnage. Donc, quand c'est ici écrit, donc c'est mentionné la vitesse de déroulement de papier, elle est à 25 millimètres par seconde. Et celui-là, il est à 50 millimètres par seconde. Donc, c'est très important de voir la vitesse de déroulement car elle influence énormément sur l'interprétation de l'ECG. Donc, sur ce tracé, on voit que c'est un ECG à étalonnage correct. Une fréquence cardiaque aux alentours de 260 battements par minute. Donc, on peut utiliser la méthode qui est, qu'on peut dire, simple ou rapide. On essaye de trouver un complexe QRS qui tombe sur une ligne comme celle-ci et on compte le prochain QRS. Si il survient tout juste après la ligne grasse, donc et la fréquence cardiaque, elle est aux alentours de 300 battements par minute. Suivante, c'est 150, 100 et ainsi de suite. Donc, sur ce tracé, on voit que le deuxième QRS, il survient presque après le, Ah la oui, ça, deuxième c'est ligne super. grasse. Donc, une fréquence cardiaque qui est à peu près à 260 battements par minute. Elle n'est pas normale pour un nourrisson de 4 mois. Deuxième des choses, on essaye de voir la taille, la durée du QRS plutôt. La durée du QRS, Pardon, oui, Mehdi, oui, docteur. juste pour leur montrer comment calculer la fréquence exactement. Normalement, la fréquence, elle peut être donnée par l'appareil directement. Il calcule la fréquence à votre place, mais vous pouvez le calculer vous-même. C'est 60 000 Oui. divisé par l'intervalle RR, la durée de l'intervalle RR en millisecondes. Comment calculer la durée de l'intervalle RR? Chaque gros QRS, comme vous avez dit, il y a ici un gros QRS et quatre petits QRS. Un gros QRS, il correspond à 0,2 millisecondes, d'accord? 0,2 secondes, pardon. Et le petit QRS, le petit carreau, il correspond à 0,04 millisecondes. Donc, vous pouvez faire c'est-à-dire l'intervalle RR et 60 000 sur l'intervalle RR et vous tombez sur la fréquence exacte. Après, l'autre chose, avant de parler de la durée du QRS, c'est de voir est-ce que le rythme il est régulier ou pas. Donc il faut le mentionner, Mehdi. Donc là, on sait Oui. que c'est une tachycardie. Comme vous avez dit, la fréquence, je parle de l'ECG qui est en haut, la vitesse, l'étalonnage normal. Mais il faut dire, est-ce que c'est une tachycardie régulière ou irrégulière? Oui, elle est régulière. Très Donc, bien, c'est les une espaces tachycardie RR, ils sont régulière. respectés. Après, Oui. voilà, vous pouvez continuer. Donc, quand on a dit c'est une tachycardie régulière, donc il faut juste repérer les espaces RR de chaque complexe URS. Donc, arrivons sur la durée du complexe URS. euh, la méthode de la calculer, c'est de prendre le début jusqu'à la fin du complexe QRS. Ah, là, c'est une note importante.
revenons à l'étalonnage. Donc, c'est le même tracé sur في نفس الوقت. Le premier, il apparaît fin. Le deuxième, il apparaît large. Donc, voilà pourquoi il faut toujours insister sur la vitesse du roulement de l'enregistrement. Donc, sur le CG haut, on note que c'est un QRS fin, inférieur à 80 millisecondes. Et c'est le paramètre où la valeur normale chez un nourrisson, un QRS qui est inférieur à 80 millisecondes. Pas comme l'adulte qui est inférieur à, qui prend l'intervalle entre 80 et 120 millisecondes. Donc, ensuite, on récolte d'autres paramètres. Donc, on a dit l'étalonnage est très important. La fréquence cardiaque, on a calculé. Un QRS Pardon, fin. Mehdi, tu peux Oui, revenir s'il te plaît à l'ECG? oui, bien sûr. Moi, j'ai une question ici aux gens qui participent avec nous. Quand le tracé qui est en haut, pas celui d'en bas, quand on voit à droite, on a l'impression que le QRS, il est large. On est bien d'accord. Sur les dérivations, je crois, c'est périphérique là. Ou là, c'est la même dérivation. Non, c'est la même dérivation. Donc, la même dérivation. La même dérivation. Et pourquoi il est ici plus rapide? C'est en ce moment qu'on a switché les paramètres pour donc, imprimer à 50 millisecondes, millimètres par seconde. Oui, Peut-être il est à 12,5 ou c'est pour oui, ça il est oui. plus rapide. Peut-être vous Voilà, avez trompé. on a Oui, oui. manipulé les paramètres. D'accord. Mais juste pour, il faut pas mélanger, se tromper dans le calcul de la durée du QRS avec l'onde de T. Tellement que l'enfant, il est rapide, il y a une fusion. Il y a une fusion entre le QRS et l'onde de T. Et parfois, on peut se dire, peut-être le QRS, il est large, mais il faut savoir là où s'arrête le QRS. On est d'accord. Parce qu'ici, à droite, le QRS qui est en haut, je pense qu'il est à 12,5, c'est pour ça qu'il est plus rapide. On a l'impression qu'il est plus Mhm. rapide. Et en bas, quand vous faites la vitesse à 50 millimètres par seconde, on a l'impression qu'il est moins rapide. D'accord? Donc, toujours Mhm. vérifier la vitesse du déroulement du papier. Également, il y a un autre point très important. Vous avez parlé de la fréquence, de l'étalonnage, la régularité du rythme, le QRS, il est fin. Mais est-ce que on voit l'onde Non, P? ouais. Vous Non, allez continuer. l'ANTP, Vous allez parler par l'ANTP, la suite ou... non, non, sur ce tracé, on va discuter. Ici, vous avez un très bon réflexe de faire un ECG à 50 millimètres par seconde, qui maintenant, quand on fait l'ablation. Quand on fait l'ablation, on fait le bloc opératoire. Mhm. Les gens, peut-être, c'est surtout les cardiologues qui le savent. احنا كي نخدموا ما نخدموش ECG في البلوك avec vitesse 25 ou la 50. نخدموا avec vitesse à 100. Le patient, on a l'impression qu'il est très lent. علاش مش نشوفوا bien les signaux électriques. Donc le CG en bas, il est à 50, on voit très bien les QRS et on voit quand même l'onde P. Regardez la dérivation D2. En D2, juste après le QRS, il y a une onde P. Voilà. Mehdi, il arrive à la montrer, c'est ça, c'est l'onde P. Après chaque QRS, montre les autres QRS qui sont derrière. Oui. Ça, c'est l'onde P. Z. Donc ça, c'est l'onde P et non pas l'onde T, parce que l'onde T, elle est juste après. D'accord? Et même la Oui. VF. Descend تحت la VF. Voilà, on la voit Oui. clairement. Par contre, يكون شوية في la vitesse 25, c'était pas très clair. On a l'impression de laisser le début de l'onde T, mais là, on voit clairement. Donc, déjà, Hadi, ça vous oriente vers quelques diagnostics. Alors, je vais m'arrêter ici, Mhm. je vais te laisser continuer. Oui. Donc, comme on a dit, donc c'est une tachycardie à QRS fin. Justement, en discutant ou en arrivant au point d'interpréter l'onde P, l'espace PR, l'onde T et l'espace QT, c'est difficile, comme a dit Dr. Boujlida, de les interpréter avec une vitesse de 25 millimètres par seconde. Donc, d'où l'intérêt de ralentir pour les bien repérer. Il s'agit d'une tachycardie supraventriculaire. Donc, notre argument, une fréquence cardiaque qui est rapide,
à plus de 160 battements par minute. Là, on est à 260 à peu près. Des QRS fins, elles sont réguliers. Donc, c'est très important pour la prise en charge de donner un titre qu'il s'agit d'une tachycardie supraventriculaire. Donc, le diagnostic étiologique, euh, on arrive à poser une tachycardie supraventriculaire. C'est important pour la prise en charge, mais pour le diagnostic étiologique, on a le temps. Donc, automatiquement, on a pratiqué aussi une échocardiographie qui a été sans particularité, absence de cardiopathie congénitale ou de masse cardiaque, pouvant expliquer cet incident. Donc, notre conduite à tenir initiale, c'était automatiquement d'hospitaliser le Pardon, nourrisson. Mehdi, Oui, juste les tachycardies à cet âge, très souvent, c'est un cœur sain. oui, oui. Ce n'est pas lié forcément à une cardiopathie congénitale ou une hyperthyroïdie Mhm. ou une cause extrinsèque. Oui, Très souvent, c'est des voies accessoires. On est oui, avec. C'est une anomalie congénitale qu'on ne voit pas à l'œil nu, qu'on ne voit pas en échocardiographie. D'accord? Donc, oui, je pense que l'échocardiographie, c'est surtout pour voir la fonction cardiaque pour choisir par oui, la suite le traitement. D'accord? oui, Tu peux oui, continuer. Oui. oui. Donc, notre conduite à tenir initiale, c'était d'hospitaliser le nourrisson au service de pédiatrie, position de sécurité, une oxygénothérapie pour améliorer l'état clinique, une pose de voie veineuse périphérique avec un screening mis sous monitoring. Donc, comme voici, c'est une photo prise sous scope. Il était à 280 battements par minute. Voilà un tracé d'un STND de long. Donc, notre conduite à tenir initiale, c'est les manœuvres vagales. Donc, il faut savoir que la, on dirait que selon des études, la moitié ou presque la moitié des cas de tachycardie supraventriculaire chez les nourrissons et les enfants, on peut pas traiter, mais calmer un peu et ralentir la fréquence cardiaque en utilisant des manœuvres vagues. Donc, à savoir le massage des sinus carotidiens. On peut utiliser une poche de glace qu'on va la mettre sur la face ou sonde nasogastrique. Ça, c'est une note ou une spécificité qu'on peut l'utiliser chez le nourrisson. Il y a d'autres manœuvres comme le Valsalva manœuvre, donc elles sont difficiles et non utilisées carrément chez des nourrissons. Le massage carotidien, la compression oculaire, elle est contre-indiquée car il y a des effets secondaires ou des décollements de rétine qui sont provoqués par cette manœuvre. Et on peut aussi utiliser la compression abdominale. Donc, pour notre nourrisson, on a utilisé ces manœuvres vagales, mais toujours persistance de la tachycardie. Et Pardon, oui, Mehdi, juste, tu peux revenir s'il te plaît à la diapo. oui, Alors, ici, il faut différencier infants. Infants, en nourrisson. anglais, c'est le nourrisson moins d'un an. Oui. D'accord, Houma, c'est pas comme les francophones. Mhm. Les Français, un nourrisson, c'est moins de 2 ans. Parce que Houma, c'est un an, peut-être 3 ans. Il a un autre nom, j'ai oublié comment ils les appellent. Mais en tout cas, il faut pas faire un massage du sinus carotidien chez un nourrisson de moins d'un an. D'accord? C'est contre-indiqué. Oui, Vous pouvez oui. hypoperfuser le cerveau comprimé parce que la carotide, elle est Mhm. petite. Vous pouvez la comprimer. Vous pouvez provoquer des lésions cérébrales graves. En plus, l'enfant, il est en tachycardie, donc il ne faut pas le faire. Mhm. Oui, Le Valsalva, on ne peut pas le faire. De toute oui, façon, il n'est pas coopérant. Donc, les deux manœuvres qu'on peut faire chez un nouveau-né ou là, un nourrisson, c'est la poche de glace ou la sonde nasogastrique. هادو برك في زوج. D'accord? Mhm. Après, l'enfant qui est كبر, vous pouvez faire le massage du sinus carotidien ou s'il est coopérant, on peut lui demander de faire la Valsalva. Il faut toujours éviter la compression des globes oculaires, quel que soit l'âge, parce que vous pouvez provoquer des collements de la rétine inutiles, d'accord, et c'est risqué. Voilà, هذا واش حبيت نقول. Voilà, هذه هي. Voilà Mhm. pour la poche de glace.
C'est très facile. في les services كامل عندكم un frigo. Vous pouvez ramener un sac, d'accord, un sac, c'est-à-dire un sachet en plastique. Vous mettez de l'eau glacée à l'intérieur, تقفلوها مليح, et vous la mettez sur le visage du bébé et il faut appliquer sur tout le visage. Mais chez par exemple le front ou là, les joues, tout le visage et il ne faut pas dépasser 15 secondes. Parce que le traiter la poche de glace plus de 15 secondes, vous pouvez brûler la pommade. Donc on ne veut pas nuire. On Mm. veut traiter, ou généralement les manœuvres, il faut commencer rapidement, et le Mm. temps de prendre la voie veineuse, etc. Voilà. Oui. Donc, on a essayé ces manœuvres vagales, mais sans résultat. Avec ensuite, durant son hospitalisation à notre niveau et durant la surveillance, l'enfant ou le nourrisson, il commence à devenir pâle. Il y a des signes de maltolérance qui apparaissent. Donc, il nous laisse que deuxième chance, on peut dire, c'est le choc électrique externe. Donc, à raison de 1 à 2 joules par kilo. Bien sûr, si persistance de la tachycardie et l'apparition des signes de maltolérance, comme le cas de notre nourrisson. Donc, la technique ou le matériel à utiliser, on utilise un défibrillateur automatique ou semi-automatique. Donc, on peut le régler par cette donc dispositif, on mettre le nombre de joules qu'on a besoin. Puis, on clique sur le bouton charger. Donc, il y a deux possibilités. Soit on se dispose des patchs, donc on va en mettre une sur la face antérieure du sternum et une autre sur le dos. Si on se dispose pas de ces patchs, on peut utiliser le défibrillateur avec des palettes adultes, mais on enlève la palette large. Généralement, la totalité ou quasi-totalité des défibrillateurs, ils sont dotés d'un système de clips, les palettes adultes. On démonte la palette, on tombe sur la palette pédiatrique. La même technique, on met une sur le sternum et l'autre sur la région axillaire. Donc, voilà son ECG après le choc électrique externe. On voit que c'était... Pardon, Mehdi. Oui, oui, Vous avez fait le choc avec sédation, bien sûr. oui, avec sédation, oui. Et qui a fait la sédation? Vous avez Oui. appelé des réanimateurs. Oui, on a sollicité l'équipe de réanimation, c'est daté, donc pour ne pas provoquer, c'est douloureux Bien sûr, il faut pas pour le torturer nourrisson. les Oui, enfants, il faut pas les torturer. oui, Même oui, l'adulte, oui, d'ailleurs. Moi, j'étais toujours contre oui. quand choc sans sédation, même si le patient est instable. Moi, j'étais amenée à faire des cardioversions chez des patients instables, ils désaturent, que ce soit adulte ou enfant. Et il faut toujours se mettre dans de bonnes conditions. Il faut bien sédater parce que c'est vraiment, c'est quand même, c'est très douloureux. Et c'est très douloureux, quelle que soit l'énergie. C'est-à-dire la douleur ressentie à 10 jours ou Oui. là à 300 jours, c'est la même chose. Et Mhm, l'autre truc, il faut quand même, tous les défibrillateurs عندهم à l'intérieur. Il faut juste déclipser la palette adulte mhm. parce qu'elle est, la palette adulte, elle est grande pour un nourrisson ou un nouveau-né. Donc, vous allez brûler l'enfant. هذا. Donc, il faut toujours apprendre. Vous avez de l'expérience parce que vous avez choqué ce patient. Il faut تعلموا les gens qui sont avec vous, là, les autres services. Il faut vérifier, checker systématiquement les défibrillateurs. Ils ont tous les défibrillateurs pédiatriques au-dessous. Autre chose Oui. également, quels sont, comment, j'ai une question pour vous. Chez l'adulte, tant cardiologue, c'est facile pour nous d'évaluer l'état hémodynamique parce qu'on prend la pression artérielle. بصح نتوما عند le Mhm. nouveau-né nourrisson, comment vous évaluez la maltolérance? C'est-à-dire que قلت لنا l'enfant هذا il est devenu, il tolère Oui. pas. Comment vous avez fait? Et merci aussi de nous préciser, le réanimateur, est-ce qu'il a bien sédaté l'enfant ou l'a مديتو له غير شوية, ou il a senti, ou il a commencé à pleurer? Raconte-nous, Euh, s'il te plaît. oui. Bon, les signes, initialement,
Le petit, il était, c'est vrai, agité, mais les téguments sont normaux colorés. Puis, d'un seul coup, il se fatigue, il devient un petit peu polypnéique avec une pâleur vagale. Donc, il y a une pâleur au niveau des téguments avec une polypnée. Donc là, on se dit, c'est sûr qu'il n'arrive pas à tolérer cette tachycardie Donc, qui était soutenue. vous n'avez pas des moyens pour prendre la pression artérielle, c'est ça? Si, si, non, on se dispose des brassards adaptés. On a fait une prise de tension artérielle. Elle était presque imprenable. D'accord. Donc Donc, voilà, il faut le dire. Comme oui, vous avez dit, des fois, moi, j'ai vu des hôpitaux oui, et n'ont pas le moyen, c'est-à-dire le matériel pour oui. avoir une tension, etc. Puis, cliniquement, quand le patient il devient Mhm, polypnéique, bleu, il commence à s'épuiser, donc là, certainement, il ne tolère pas. D'accord? mhm. Et pour la sédation, c'était La bien. sédation, oui. Bon, on a sédaté, mais toujours, il a ressenti la douleur. Il a pleuré. Il a pleuré donc tellement Bon, donc après c'était le pas choc. Hmm. une bonne sédation. Est-ce que vous avez des respirateurs à côté en cas où vous intubez? Là, Euh, c'était juste un cas avec un peu de Valium, Ortas. voilà pour, Hmm. c'est-à-dire, vu l'instabilité en quelque sorte et Non, donc, vous avez toujours le temps, croyez-moi. Vous avez oui, toujours le temps de faire les choses bien. Par exemple, nous à Athéna, on a quand on fait cardioversion électrique, on a toujours la machine, on a tous les oui, moyens. On a la machine les respirateurs, d'accord. On a le gaz, il y a des gaz qui fait la sédation, d'accord. Le Cevo, je sais pas comment il s'appelle, Cevo, avec des mhm, produits. On a la saturo surveillance vraiment stricte. mhm, Parce que si vous avez toujours la possibilité de faire les choses correctement, il faut insister. bien Parce que sûr. c'est de la torture quand même. Si on choque Mhm, un nourrisson Hakda 4 mois, il sent la douleur, il faut se mettre à la place des autres. Donc, mhm, toujours discuter avec les réanimateurs, هضروا معاهم à l'avance pour avoir un protocole. Si vous avez un patient HECDA, s'il le faut le transférer FLAREA, là où il y a les machines, les gaz, etc., pour faire des choses plus euh, dans les normes, c'est mieux dans l'avenir, oui, d'accord? oui, bien sûr. Donc voilà son ECG après le choc électrique externe. On on remarque une nette amélioration de la fréquence cardiaque. Elle est aux alentours de, voilà, comme la machine indique, à 121 battements par minute. Un rythme régulier. Chaque QRS, il est précédé par une lente paye. Un espace PR qui est correct. QRS toujours inférieur à 80 millisecondes. Donc, on peut dire que ça, c'est un tracé qui est correct, normal pour un nourrisson de 4 mois. Donc, maintenant, on a réussi à obtenir un rythme régulier par le choc électrique externe. Le défi maintenant, c'est de le maintenir. Donc, comment on le fait? Par l'utilisation des antiarythmiques. Donc, tout juste après le premier choc électrique externe, on a mis le nourrisson sous amiodarone, à raison, bien sûr, une dose de charge à raison de 500 milligrammes par mètre carré, en une seule prise pendant 7 jours. Puis, passage à la dose d'entretien à raison de 250, c'est-à-dire la moitié, milligrammes par mètre carré, toujours en une seule prise. Donc, il faut juste Alors, mettre en tête. c'est Oui. ça le rôle du webinaire, c'est justement de discuter. Moi, ici, je vais t'affronter quand même parce que Mhm. sur ce point, moi, je suis pas d'accord. Oui. Moi, je le dis, je le répète 1000 fois. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est les sociétés savantes. Il y a un papier publié récemment, PACES. PACES, c'est une communauté américaine de prise en charge des troubles du rythme pédiatrique. Vous pouvez le lire, le papier. Oui. Il parle du traitement pharmacologique, pharmacologique thérapie, chez les nouveau-nés, le fœtus et néonate, and,
la période néonatale et fœtale et aussi le nouveau-né. Le meilleur traitement, le meilleur traitement pour éviter, parce que là, vous avez cassé la tachycardie, ok, the best treatment, ce n'est pas l'amiodarone, c'est le bêta-bloquant ou la digoxine. Pourquoi? La caractéristique du nourrisson et du nouveau-né, c'est qu'ils ont un état d'hyperadrénergie, ils ont des périodes réfractaires du nœud AV qui sont très courtes, et le principal problème des TSV à cet âge, c'est la récidive. Ils récidivent beaucoup. Et donc, pour éviter la récidive, il faut introduire rapidement un traitement Oui. bêta-bloquant ou digoxine. Bêta-bloquant, digoxine, les deux bloquent le nœud AV. Par contre, l'amiodarone, non. Mhm. L'amiodarone, ce n'est pas le meilleur traitement dans cette situation. Deuxième chose, moi, je ne suis pas d'accord avec la dose. C'est une très forte dose, 500 mg par mètre carré. Mhm. Les recommandations, que ce soit américaines ou européennes, vous disent 5 milligrammes par kilo et vous allez voir, prenez le même enfant, 7 kilos, vous avez dit qu'il pèse 7 kilos, vous allez Oui. voir qu'il y a une grande Mhm. différence entre 5 milligrammes par kilo et 500 milligrammes par mètre carré. C'est une forte dose, 500 milligrammes par mètre carré. Et troisième chose, pourquoi dose de charge? Vous avez réduit la tachycardie par cardioversion électrique. Donc là, Mhm. on n'est pas quand même obligé de mettre une forte dose, un bolus, etc., pour maintenir le résultat. Et Mhm. quatrième point, euh, bon, j'ai une question ici. Si vous avez dit dose de charge, ok, je vous suis. Mhm. Oui. Et combien de temps? Sur combien de temps? Vous avez dit 7 jours. non, c'est beaucoup, Oh, c'est énorme, mhm. c'est énorme. Vous savez la dose de charge. Quand on donne dose de charge, je vous donne les doses de la société européenne. C'est 5 Mhm. milligrammes par kilo à diffuser fait 60 minutes. 60 minutes. D'accord? هذا هو البولus. C'est-à-dire, le corps d'argent, jamais نمدوها, par exemple, quand on parle de dose de charge, jamais نمدوها fait 5 minutes ou la 30 minutes. Vous risquez de tuer le nouveau-né. علاش? Parce qu'il est hypotenseur par voie intraveineuse. Oui. D'accord? Il a un effet vraiment hypotenseur. Donc, il faut prendre son temps à donner la myodarone tranquillement, si on, au besoin, fait 60 minutes. لازم تحسبها ولا Mhm. ديروها بلا سرنجة électrique, la règle de 3 باش تلقى la vitesse pour diffuser في ساعة. Après, quand Mhm. on parle dose d'entretien, sur 24 heures. Sur 24 heures, ça, ce n'est pas le meilleur des traitements. Quand, Mhm. tu peux continuer. Oui, nous, c'est-à-dire on a utilisé la forme comprimée, c'est-à-dire Et là, vous Peros. avez donné Par voie Perros ou orale. Par voie mais orale. Oral. Oui, oral. Même par voie orale, même par voie Mhm. orale, 500 milligrammes par mètre carré, c'est énorme. Oui, oui. et par voie orale, vous donnez aussi en sonde nasogastrique avec vos seringues un petit peu pour élargir un petit peu la prise ou bien vous donnez carrément comme une prise normale? Euh, non, on a utilisé, c'est-à-dire la manière de donner une prise normale, toujours par une seringue, parce que on ne se dispose pas des doses adaptées. On a le comprimé 200 milligrammes, donc il est Oui, quadrisécable, on prend le quart. on Oui, prend le cas, on le broie et puis je veux dire, oui. est-ce qu'on donne un petit peu avec une sonde nasogastrique et on va doucement pour donner ou bien on donne carrément Non, comme on a une prise donné, orale simple en seringue? oui, aux seringues ordinaires. On n'a pas utilisé la sonde nasogastrique. Justement, c'est ça, c'est une très bonne question. Je ne sais pas qui a posé cette question. Parce qu'il m'a rappelé que vous avez dit dose de charge. هذه Mhm. 500 milligrammes, la dose de charge, c'est pas par rapport à la dose, c'est par rapport à la durée de perfusion. Qui m'a Oui. rappelé, c'est-à-dire, نعطيك le protocole européen ou l'américain. تحسب 5 milligrammes par kilo. صح؟ 5 Mhm. fois 7, c'est combien? 37. 35. Oui. Donc, ça fera 35 milligrammes. Par exemple, Anna, je veux donner la dose de charge. حنمدها له 35 في ساعة في 1 hour. هذه هي la Mhm. dose de charge. Il faut la diffuser Oui. بالعقل. Jamais تمدوها rapidement. Si tu donnes rapidement,
Que ce soit par voie orale d'ailleurs ou la voie intraveineuse, il y a un grand risque. Après, pour la dose d'entretien, c'est une très faible dose. هذيك راك Mhm. تمدها en une seule prise, d'accord? Oui, oui. Donc voilà, et justement, donc comme vous avez dit, docteur Boujelida, durant l'évolution, qui qu'on a en utilisant juste l'amiodarone, il y avait toujours des épisodes de tachycardie donc rebelles, donc avant l'introduction des bêta-bloquants. Donc, euh, la digoxine. Donc, on a utilisé aussi en association avec l'amiodarone, la digoxine, donc à raison de 7,5 microgrammes par kilo. Bien sûr, lorsqu'on a associé avec l'amiodarone, une présentation de comprimé, on a utilisé cette fois-ci une préparation galénique. Donc, pour avoir la dose exacte, car il y avait des problèmes d'observance thérapeutique. Parfois, le petit, il prend pas, il régurgite. Parfois, il refuse, c'est-à-dire de prendre la totalité. C'est pour ça qu'on a utilisé la préparation galénique. Donc, l'évolution de cette tachycardie sous l'association amiodarone-digoxine, toujours récidive, de plus en plus soutenue et persistance. Parfois, donc il a gardé une tachycardie, une fréquence très élevée, plus de 24 heures, résistante aux manœuvres vagales, d'où le passage à un autre choc électrique externe. Voilà son euh, tracé électrique. Avant le deuxième choc électrique externe, on voit toujours que c'est rapide, régulier, mais c'est-à-dire retour à la case de départ, en quelque sorte. Alors, après le choc électrique externe, on a introduit les bêta-bloquants. Donc, le propranolol, à raison de 3 à 5 mg par kilo par jour en 3 prises. Donc, bien sûr, initialement sous surveillance glycémique, surtout si le nourrisson il n'arrive pas vraiment à s'alimenter. Donc, il était toujours sous surveillance. La présentation, non, nous, malheureusement, on ne se dispose pas de la forme sirop. On n'a que le comprimé 40 mg. Donc, toujours en utilisant la méthode de prendre le comprimé, de le broyer et de le donner à l'aide d'une seringue. Bien, Actuellement, la forme sirop, elle est disponible dans la pharmacie centrale et dans les hôpitaux. Vous pouvez la commander à travers votre pharmacien. mhm, Nous, ici, on la commande pour les hémangiomes et tout ça. oui, Donc, Ah, oui, c'est donc, bon de le savoir. Et ça mhm, existe le propage sirop au niveau de la PCM? ouais, 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 ouais. D'accord, c'est parfait. Pour Et le- là, j'ai un mhm, petit commentaire également. La société américaine recommande 2 à 4 milligrammes par kilo. C'est beaucoup, je pense, à 5 milligrammes. Et il faut la répartir en 3 prises, non pas en deux et non pas en une seule mhm, prise, c'est en 3 prises. Par mhm, exemple, l'enfant, il pèse 7 kilos. Je vous conseille, il y a aussi la société européenne, elle dit 1 à 3. C'est inférieur aux Américains. Moi, personnellement, je commence toujours à 1 milligramme par kilo. Surtout quand on donne un traitement pour la première fois, il faut aller doucement. Hada, par mhm, exemple, il pèse 7 kilos, donc je donne 7 milligrammes par kilo et je dois la répartir en 3 prises. Mais je ne mets directement les 7 milligrammes à la fois. oui, نقسمهم oui. على 3. Donc ça fera 7 divisé par 3, ça fera combien? Ça C'est à fera peu près 2,5, 2,5. oui, Donc, je 2,4. répartis. Il faut prendre, par exemple, il faut faire avec la règle de 3. Oui, Vous prenez le comprimé هذا 40, si vous n'avez pas le sirop, 40 milligrammes le mhm, comprimé, il est quadrisécable. Donc, oui, تهز ربع فيه 10 milligrammes. Le 10 milligrammes هذاك, vous le diluez à 10 cc. Bon, bah, là, vous prenez, il y a 7 milligrammes, donc vous prenez 7 cc. Ou 7 cc هذيك, vous mhm, le divisez, par exemple. Voilà. Il oui, faut faire très très attention. كاين اللي يغلط يقول لك donc madame c'est par exemple 1 milligramme par kilo donc 7 milligrammes نديها له à la fois. Non, c'est énorme. Donc il mhm, faut la répartir en 3 prises. وكاين حاجة تانية très importante.
يقول لك il faut rapidement commencer le traitement هذا d'entretien pour éviter la récidive. ماشي انت درت له Mhm. شوك الكتريك باغ اكزومبل الصباح تروح تبدا له لو بيتا بلوكون العشيه. نو، خلصت الشوك الكتريك تاعي نورمالمون ليتا هيموديناميك elle va se rétablir, la tension حتهبط له de suite بعد dès que vous faites le choc électrique خلاص il y a plus de tachycardie, l'enfant il devient rose, la tension تاعو تطلع. donc انتما بعد vous lui donnez la vlocardie, la première dose تاعو. Et il faut expliquer les parents comment préparer en cas où s'il n'y a pas de disponibilité. Oui. Donc, voici son dernier ECG, sous bêta-bloquant. Une nette amélioration, alhamdoulilah. La fréquence cardiaque moyenne, c'est aux alentours de 100 battements par minute, 110 battements par minute. Un rythme régulier, sinusal. Même, c'est-à-dire sur le plan de développement staturopondéral, le petit, il a gagné du poids. Et même actuellement, un bon développement psychomoteur. Alhamdoulilah, je l'ai vu ce matin, souriant. Une nette amélioration, une nette différence par rapport à son premier jour à notre niveau. Bravo, Il bravo. reçoit toujours le propranolol plus Oui. digoxine. Plus... Non, non, juste le Le propranolol, bêta-bloquant seul. le bêta-bloquant. Le Pardon, vous bêta avez dit, vous l'avez vu aujourd'hui, ne me dis pas, il est hospitalisé toujours. Non, 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 Ah, non, d'accord. non, non, D'accord. j'ai juste un contrôle. Parce que l'autre objectif également, c'est que et il faut pas garder de les enfants Oui. éternellement les hôpitaux. Ça sert à rien. Une fois vous avez cassé la tachycardie, vous avez mis le traitement d'entretien, l'enfant il est stable, classe, il peut sortir. Après, il faut Mhm. demander les parents de surveiller la fréquence thermique de temps en temps, Oui. surtout quand il voit qu'il est un peu instable, parce que vous ne pouvez pas prévenir. Et vous ne pouvez pas savoir à quel moment il va récidiver la tachycardie. Mais on peut, c'est-à-dire 2 jours, 3 jours d'hospitalisation, s'il n'y a pas de tachycardie, c'est bon. Mais juste avant de finir avec ce cas, le dernier ECG, Mehdi, vous n'avez pas dit une chose très importante. Oui. Quand l'enfant هذا il revient en rythme sinusal, وشنو هي الحاجة الأولى اللي لازم نروح نشوفوها؟ Euh, c'est-à-dire دركا en rythme les sinusal. signes. Au rythme sinusal. On L'absence essaie de de préexcitation ou pas? voilà, les préexcitations. Oui, Est-ce que l'enfant justement. a une préexcitation ou non? Mhm. Deuxièmement, deuxième chose, me dites, déjà, أول حاجة علاش ما لازم نحوس على préexcitation? Déjà, c'est diagnostic, زعما باش Mhm. نشوف exactement chez عنده l'enfant هذا, est-ce que c'est un Wolf ou là autre chose? Et parce que s'il a une préexcitation, c'est une contre-indication à la À la digoxine. digoxine. Oui. Parce que la Oui. digoxine, vous pouvez fibriller l'enfant s'il fait fibrillation atriale ou mal la voie accessoire, hop, il peut passer en fibrillation ventriculaire. Mhm. Deuxième point, vous avez donné l'accord d'arrêt quand même, donc quand il retourne au rythme sinusal, لازم vérifier le QT تاعك. Est-ce que vous n'avez pas QT. allongé le Oui. QT قبل ما Oui. تخرجوا l'enfant qui maintenant en Mhm. D2, on le voit, il est bien, d'accord? Mhm. Et autre chose également, si tu peux revenir, s'il te plaît, sur l'ECG de la tachycardie au départ pour vous هذا. expliquer une chose. Non, mais chez هذا اللي كان vitesse 50, on va bien Ah. l'entrer. Voilà, هذا. En bas, Mhm. ici, دركا خلاص احنا normalement on avance. راه وليتو تعرفوا c'est pas très important de faire le diagnostic exact. Mais quand même, quel est le diagnostic في l'ECG هنايا؟ C'est clair. شوف مش نفهمكم برك حاجة. Quels sont les tachycardies de façon générale, que ce soit enfant ou la adulte؟ عندك الفلوتور atrial, عندك la VRT كي نقولوا AVRT معناتها سي كيما الولف les tachycardies qui utilisent les vases accessoires وعندكم la dualité nodale. Alors هنايا est-ce que c'est un flotteur ou la AVRT via une voie accessoire مهدي؟ Bah, un flotteur, je pense pas. Il n'y a pas l'aspect de dents de scie, Très bien. Très, caractéristique très du bien, très, flotteur. très bien. Ce Mhm. n'est pas un flotteur.
Ce n'est pas un flotteur Mhm. parce que عندك pour chaque QRS on te paie. هذه c'est un Mhm. circuit de réentrée. C'est quoi AVRT? Auriculo-ventricular reentrant tachycardie. C'est-à-dire une réentrée entre l'oreillette et le ventricule. Pour chaque oreillette عندك Mhm. ventricule. Chaque oreillette عندك ventricule. La tachycardie راح تهبط par le nœud AV وتطلع par la voie accessoire. D'accord? Par contre le flotteur دايما تلقى l'oreillette كتر من le ventricule. تلقى deux Mhm. oreillettes pour un ventricule. Pourquoi? Parce que le flotteur il est très rapide. Un nourrisson, Mhm. un nouveau-né يقدر يلحق حتى ل 400 floriettes avec une fréquence ventriculaire qui peut aller jusqu'à 300. Donc هذا c'est pas Oui. un flotteur. علاش c'est idéalement si vous arrivez à faire la différence خير وخير. Pourquoi? Pour la prise en charge qui va se différer. Exactement, parce que le Mhm. flotteur, même si le patient est stable sur le plan hémodynamique, il va pas se réduire par les médicaments. Oui. Le taux de le réduire, le taux de succès est très faible. Donc le flotteur, c'est une indication d'emblée le choc électrique, même s'il est Mhm. bien toléré. Les États-Unis, ils ont Sotalol. Sotalol, il donne d'excellents résultats في الفلوتeur néonatal, ماشي عند l'adulte. Donc احنا ما عندناش. Donc ما عندناش بزاف le choix, donc il faut faire cardioversion. Mais ماشي غير على الجال هادي. L'autre chose, c'est que le flotteur, il ne récidive pas. يعني parfois, انتم ما عرفتوش, est-ce que c'est un flotteur ou la AVRT? Oui. Quand vous réduisez, هذا c'est un comportement d'une voie accessoire. Parce que si c'est un flotteur, مش هيعاود يرجع لك. Le flotteur choqué, c'est bon, classe. Tu as traité presque définitivement le nouveau-né هذا. ما يسحق تحطه sous traitement, ni bêta-bloquant, ni digoxine, ni cordarone, rien du tout. Par contre, هادو, c'est le comportement, ça récidive. Les TSV, tu le réduis, hop, ça récidive. Mhm. D'accord? Oui. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Juste sur l'utilisation de là, j'ai oublié le nom. C'est-à-dire De quoi? Les small. les small all, voilà, les small all. Oui. Malheureusement, c'est-à-dire on n'a pas toujours ce médicament. Euh, si c'est possible de nous décrire la façon, donc D'accord. comment, Justement, j'ai prévu voilà. quelques diapositives. Je vais pas Oui, tarder. En Mhm. 10 minutes, je vais compléter l'essentiel. Mais avant ça, tu dois Oui, j'arrête exactement mon partage. Ok. le partage. Et pardon, l'existence d'une onde T au pied du QRS comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un faisceau de quinte de réentrée, c'est ça? Exactement, exactement. Euh, C'est-à-dire que ça descend par le nœud AV et ça remonte par la voie accessoire. Alors, je Mhm. vais vous montrer quelques diapositives. Euh, alors, alors, c'est ça, voilà. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, D'accord. Alors, rapidement, donc, ça, c'est les papiers sur lesquels on se base dans la prise en charge de cette tachycardie. Il y a le papier de l'ERA, de l'European Heart Rhythm Association, publié en 2013. Il y a le papier également de PACES HRS. HRS, c'est la société américaine, publié en 2016. Il y a le nouveau papier de 2024, Pharmacological Management of Cardiac Arrhythmia in Fetal and Neonate Period. Les deux diagnostics les plus fréquents, c'est les AVRT flotteurs. Comme ce cas, c'est quoi une AVRT? C'est-à-dire que le nouveau-né, le nourrisson, il est né avec une anomalie qui s'appelle voie accessoire. La voie accessoire, c'est quoi? C'est une persistance de la continuité du muscle atrial entre l'étage atrial et ventriculaire. Normalement, il y a la valve tricuspide et la valve mitrale, c'est des anneaux fibreux qui séparent les deux étages. Donc, si vous avez une persistance du muscle, donc qui dit persistance du muscle, dit persistance du passage électrique. Et donc, parfois, qu'est-ce qui se passe? En rythme sinusal, la voie accessoire, elle dort, elle n'est pas fonctionnelle. Mais quand la tachycardie se déclenche, il y aura une descente de l'influx par le nœud AV et ça remonte par la voie accessoire, ce qui déclenche la tachycardie. هذه هي ce qu'on appelle la préexcitation.
La préexcitation en rythme sinusal, vous avez le passage qui se fait par la voie accessoire et par le nœud AV, donc avec le père qui est très court avec l'onde delta, d'accord? ويقدر يكون l'enfant عنده voie accessoire mais qui ne conduit pas في le sens antérograde يسميوه هذا l'enfant par exemple 80% c'est une voie accessoire بصح ما عندناش préexcitation sur le CG de base. Pourquoi? Parce qu'elle conduit غير في le sens rétrograde. D'accord, ماشي لازم تلقى البريكستاسيون في le CG en rythme sinusal. Alors, juste pour vous montrer, regardez la différence مع un flotteur atrial. Ça, c'est un flotteur. عندك l'aspect en dents de scie. comme تشوفوا فيهم هنايا l'aspect en dents de scie ماشي كيما الاخر l'aspect تاع le CG تاع مهدي. On a bien vu qu'il y avait pas classe, on voit pas ça. Quand il a fait l'étalonnage à 50, on voit une seule oreillette qui est derrière le QRS. Mais ici, regarde, عندك هنا 2 ومن بعد QRS, ومن بعد هنا عندك 3 QRS. هذا c'est un flotteur à conduction variable. Hada, vous êtes des champions. Quand vous faites la carte du versant électrique classe, vous avez réglé définitivement le problème. Parce que ça ne récidive pas. Donc, voilà, quel est les enfants sous traitement antiarythmique pour maintenir? Maintenant, comment traiter les TSB à la phase aiguë? Hado, normalement, on a parlé de tout ça, etc. ما عندناش حنا tous les drogues, malheureusement. Ça, c'est l'algorithme. Il est très, très bien fait. L'algorithme, c'est ce que j'applique personnellement. L'algorithme récent de 2024 de la société américaine. Alors, وش يقول لك dire les manœuvres vagales en attendant de prendre la voie veineuse. Parce que prendre une voie veineuse, un nourrisson, les veines de petit calibre, etc., c'est pas une chose facile. Surtout qui coule en tachycardie. Donc, قادر دير له sonde nasogastrique ou دير له la poche de glace. تحبس la tachycardie. Juste برك نعاود, il faut pas dépasser 15 secondes. Après, هو يقول لك l'adénosine. حنا ما عندناش l'adénosine في الجزائر, malheureusement. Donc, ici, c'est l'esmolol. Comme il a dit Mehdi, quelle est la dose? C'est très facile. C'est 500 microgrammes par kilo. معناتها 0,5 milligrammes par kilo. Donc, l'enfant هذا, il pèse 7 kilos. نمد له أنايا 3,5 milligrammes bolus. La durée d'action, pardon, le délai d'action, c'est 60 secondes. Le maximum d'action, c'est 2 minutes. D'accord? C'est très facile. Ou la durée d'action est rapidement. Même si l'enfant a une tension limite, mais a une bonne fonction cardiaque, il ne faut pas avoir peur de donner les small. Parce que si vous cassez la tachycardie, l'enfant il va récupérer. Donc, هذا هو le protocole. Après, si vous n'avez pas les small ou là, si vous avez fait l'échocardiographie où l'enfant a une dysfonction VG, sachant que j'ai eu des cas où il m'appelle pour des avis, on va يقولوا لي dysfonction VG. نروح أنا ندير l'échocardiographie de l'enfant, نقابلي عنده une bonne fonction cardiaque. Parce que vous ne pouvez pas évaluer correctement la fraction d'éjection qui coule l'enfant très tachycarde. Donc, les تشوف vraiment l'épaisseur de la paroi, la taille du ventricule. Si le ventricule il n'est pas dilaté, l'enfant, on va quand même un enfant stable ou bien un enfant qui n'est pas stable, qui m'a comme Mehdi, mais chérir l'attention. C'est la polypnée, la pâleur, la cyanose. Il y a pas mal de critères qui nous orientent. Donc, si l'enfant il présente des signes vraiment de dysfonction VG sévère ou d'insuffisance cardiaque, هنا peut-être que l'esmolol c'est pas le bon choix, c'est l'amiodarone. وهذا voilà, je compte نقول لكم l'amiodarone c'est 5 mg par kilo 60 minutes. هنا c'est IV. Même si vous n'arrivez pas à faire IV, la sonde vasogastrique بصح respectez 1 hour. Après وش يقول لك خلاص vous avez terminé la tachycardie et je parle pas du flotteur, c'est-à-dire en dehors du flotteur, هنا il faut rapidement حط l'enfant sous traitement. Si vous le mettez pas sous traitement, il va récidiver. Donc, pour diminuer le taux de récidive, donc rapidement gagner du temps et mettez l'enfant sous idéalement propranolol. بصح ما لازمش يكون عنده préexcitation. Donc quand vous عندك le rythme هذاك sinusal أول حاجة تشوفها عندي ou pas préexcitation. إذا ما عندكش préexcitation تقدر تمد même la digoxine. Par exemple l'enfant تاعي عنده dysfonction VG. ما نقدرش نمدو propranolol au début. Donc, le temps de les récupérer, si c'est une dysfonction rythmique, je peux lui donner la digoxine en attendant. Par contre, s'il a une dysfonction, une préexcitation, je ne peux pas mettre de la digoxine. Donc, là, pour vous montrer les palettes pédiatriques, d'accord, il faut juste
les détacher les palettes adultes. L'énergie, c'est 1 à 2 joules. تقدروا تدوبليو la dose en cas d'échec. Voilà, حنا هنايا هذا سي نوتر ريانيماتور دكتور بالعمري. حنا on le fait au bloc. عندنا la machine تاع l'anesthésie, ils ont les gaz, ils ont vraiment l'enfant, il bouge pas, mais il ressent rien du tout quand on fait le choc électrique. ماشي نقول لكم انا il faut faire systématiquement comme ça, mais essayez d'améliorer, essayez de discuter autour de vous dans chaque structure. C'est ça, c'est en collaboration. احنا, quand on a commencé la première fois, احنا تاني on avait peur وخفنا, et on n'avait pas beaucoup d'expérience. بصح من بعد, c'est devenu une habitude. Voilà. Après, il y a quelqu'un qui a posé une question pertinente. On maintient le traitement pour combien de temps? C'est une excellente question. Alors, chauffe, hadou les nourrissons, il y a pas mal de voies accessoires qui vont disparaître, qui vont dégénérer spontanément. Et donc, on va pas maintenir le traitement هذا à vie, d'accord? Bon, les experts, كل واحد واش يقول لك, هي généralement c'est 12 mois. وكاين يقول لك 18 mois. Pourquoi? Parce que كاين qui vont, certaines voies accessoires qui vont dégénérer, ou كاين, même si la voie accessoire ne dégénère pas, ils vont présenter des rémissions. يعني l'enfant هذا, le nourrisson qui يلحق l'âge تاع عام, ما يزيدش يبقى يدير لكم les tachycardies. Parce que خلاص, il est en rémission, حتى يوصل l'âge de 5 ans, يعاودوا يرجعوا له, قادر يعاودوا يرجعوا له, parce que la voie accessoire ما راحتش définitivement. Dans ce cas-là, une autre histoire, on va remettre le traitement antiarythmique. Après, s'il ne répond pas, on peut faire l'ablation. Parce que, ما نديروش حنا les traitements ablatifs, traitements invasifs, moins de 5 ans, moins de 15 kilos, parce qu'il y a un risque. J'ai discuté avec une Allemande, je l'ai rencontrée, les rythmologues spécialistes en rythmologie pédiatrique, je l'ai rencontrée en Égypte. Elle m'a dit, on peut mettre le nourrisson sous 3 antiarythmiques, s'il ne répond pas. يعني هما, malgré qu'ils ont les moyens pour faire même un nouveau-né d'un jour, يديروا له ablation, يقدروا. Ils ont les moyens. Pourquoi prendre des risques si on peut temporiser et on peut juguler l'enfant Hada par un traitement antiarythmique? Voilà, et merci pour votre attention. Donc, merci beaucoup, docteur Boujida. Donc, Est-ce que vous avez des questions? Tu as des questions, Mehdi, les autres? euh, donc, on va vérifier le chat. Le chat. Il y a une question. C'est Oui, quoi les signes de préexcitation à l'ECG? Donc, principalement, il faut les signes de préexcitation à l'ECG, il faut voir toujours l'espace PR. Donc, si on prend l'exemple type préexcitation, c'est le Wolff-Parkinson-White. On trouve toujours, surtout au niveau des dérivations V1, l'onde delta. Donc, l'onde delta, on ne peut pas visualiser, on ne peut pas repérer l'espace PR. C'est presque collé. L'onde P, elle est presque collée au QRS. Donc, ça, c'est principalement les signes de préexcitation à l'ECG. Euh, Normalement, c'est ça, Dr. Boujida. Si, oui, il y c'est a ça, d'autres c'est ça. En informations peut-être. delta, le PR court avec en delta initial. Il y a Anaïs qui me pose la question. Anaïs, les cardiologues, oui, pour la particularité hein, de l'enfant, qui n'a pas de contre-indication du bêta-bloquant en cas de préexcitation. Il n'y a que la digoxine, parce que l'adulte, Thomas, c'est des pédiatres. L'adulte, on ne donne pas. À partir de 10 ans, il ne faut pas donner les bêta-bloquants. Les patients qui ont Wolff Parkinson White préexcitation sur le CG. Tous les médicaments qui bloquent le AV sont contre-indiqués. بصح الفلاج هذا nouveau-né nourrisson ils ont trouvé que le bêta-bloquant il est safe, c'est des études, c'est des constatations. Et moi j'ai posé la question à Bradley, c'est un rythmologue qui travaille à Michigan. J'ai lui posé la question, il m'a dit oui, vous pouvez donner donc
pas de problème. On donne l'Avlocardil seul, en toute tranquillité, pas de souci. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va clôturer. Merci beaucoup, merci à Mehdi, merci pour De tous rien. les participants. Oui, Et si vous avez des cas cliniques qu'on fasse de la même manière, soyez la bienvenue, vous pouvez me contacter. Merci à vous tous et merci. excellente soirée. Merci. Merci, Dr. Boujida, pour cette initiative. Jazakallah khair. Barakallahu fik. Donc, Merci à vous. un grand Merci, merci. merci à le service de pédiatrie Sidi Blabès et Merci beaucoup. euh, Même à nos confrères au service de cardiologie, Sidi oui, Blabès, oui, merci beaucoup. exactement, tout à fait. Merci à tous. Et Donc, il faut transmettre maintenant, ou les il faut transmettre le oui, savoir autour de oui, vous. Vous pouvez sauver des vies. يعطيكم الصحة. بارك الله فيكم. merci. Shukran. Merci beaucoup. Merci à tout. شكرا للحضور. Merci beaucoup.